Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Ce soir, nous parlerons de la tournée de Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une visite qui s'inscrit peut-être dans un cadre routinier, mais dont les constats seront remis dans un rapport au Conseil de sécurité le 14 avril prochain. De Mistura, qui, peu de temps avant cette visite, avait émis beaucoup de réserves, surtout allant jusqu'à même jeter l'éponge vu tous les obstacles qu'il a rencontrés de la part du Maroc dans l'accomplissement de sa tâche. C'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui avec notre invité que nous allons découvrir dans un tout petit instant. Alors, comme je vous le disais, je vous présente directement Saïd Ayachi. Vous êtes président donc de comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, le CNASPS. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, j'allais dire que les choses se corsent, Saïd Ayachi, concernant le dossier sahraoui, d'autant plus que la dernière visite de Mistura dans les camps de réfugiés, qu'il a également conduit à Alger et puis aussi en Mauritanie, il doit faire un rapport. Donc, est-ce que vous pensez que le Conseil de sécurité qui se réunit le 14 avril au sujet du conflit du Sahara occidental donnera une tonalité possible de cette résolution qui est attendue au Conseil de sécurité? Oui, comme on le sait, le Conseil de sécurité se réunit 2 fois par an, à la mi-avril et fin octobre, pour étudier le conflit du Sahara occidental. Et à cette occasion, il entend donc le secrétaire général de l'ONU qui fait un rapport circonstancié, et également, surtout, l'envoyé personnel du secrétaire général qui, lui, est chargé donc, de dynamiser les contacts et éventuellement les négociations entre les deux belligérants que sont le Front Polisario et le régime marocain. À cette occasion, M. de Mistura donc, a fait sa énième tournée dans la région. Il a eu à s'entretenir avec les parties concernées d'abord, que sont le régime marocain et les autorités sahraouies, et aussi les parties intéressées, que sont la Mauritanie et l'Algérie, plus peut-être d'autres États, parce que, par exemple, comme l'Espagne, comme d'autres trucs. Et ça va être ces consultations, les conclusions de ces entretiens avec ces différentes parties va constituer le rapport qu'il va faire devant les membres du Conseil de sécurité qui vont l'écouter le 14 avril, il me semble. Et par la suite, nous verrons de quoi va accoucher la réunion du Conseil de sécurité comme résolution sur le Sahara occidental. Nous espérons au minimum que soit reconduite le droit, la reconnaissance du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, au moins ça. Sinon, beaucoup espèrent que peut-être il y aura quelque chose sur les droits de l'homme dont les violations aujourd'hui sont quotidiennement documentées, vérifiées et enregistrées au niveau des territoires occupés du Sahara occidental, perpétrées par les régimes marocains d'occupation. Ben justement, est-ce que vous pensez que les conclusions de différents contacts qu'il a eus donc, avec d'ailleurs les autorités sahraouies, ensuite les mauritaniennes et algériennes, est-ce que vous pensez que les parties concernées ou intéressées constitueront la substance de son rapport sur ce dossier du Sahara occidental devant les membres du Conseil de sécurité? Il faut-il s'attendre réellement à des nouveautés dans ce rapport de Stéphane de Mistura concernant par exemple par rapport au précédent rapport? La nouveauté, pour parler de façon franche et responsable, la nouveauté serait peut-être qu'on en parle de ces violations des droits de l'homme, parce que peut-être aussi un signe, mais est-ce que c'est vraiment un signe? Le chef de la MINURSO aussi a été convoqué pour exposer devant les membres du Conseil de sécurité, oui. Alexander Rivanko, et vous savez que beaucoup de partis, en tout cas beaucoup de membres du Conseil de sécurité et en dehors du Conseil de sécurité, ont appelé à l'élargissement du mandat de la MINURSO pour faire respecter et protéger les droits de l'homme au Sahara occidental, justement devant le nombre incalculable des violations des droits de l'homme au quotidien perpétrées par le régime marocain d'occupation. Et pour le reste, je vous ai dit, dans le contexte international actuel, c'est déjà bien que soit reconduit le principe du droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui, en attendant peut-être des jours meilleurs. Oui. Je ne sais pas si
cette réunion peut donner l'occasion justement à entendre un plaidoyer de M. de Mistura qui, lui, vous savez, c'est le seul envoyé personnel du secrétaire général à être parti dans les territoires occupés et a pris contact avec la société civile sahraoui qui leur a remis en 2023 des rapports documentés sur les violations des droits de l'homme. Il faut le dire aussi. Et puis, la coupe, on peut considérer que la coupe peut-être est pleine devant toutes ces expulsions, devant tous ces interdits qui sont opposés aux visiteurs, que ce soit au niveau du territoire du Sahara occidental, quand ces mêmes visiteurs ne font pas partie de ceux qui soutiennent le plan marocain pour le Sahara occidental, ou alors que ce soit des familles qui veulent visiter les prisonniers politiques sahraouis qui maintenant croupissent dans les geôles marocaines depuis une vingtaine d'années déjà. Oui. Est-ce que vous avez parlé du chef de la MINURSO, Alexandre Ivanko, qui doit donc lui aussi exposer devant les membres du Conseil de sécurité les rapports, son rapport. Quel pourrait en être le sujet de son rapport, selon vous? D'autant plus qu'on a vu le mandat de la MINURSO, il va de prorogation en prorogation, donc très bonne ce question, n'est pas pour régler le problème. Sauf qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire parce que la MINURSO ne fait quasiment rien. Vous savez qu'à l'origine, la MINURSO avait deux missions essentielles. Les derniers temps. Toujours, depuis longtemps. Oui. La MINURSO avait deux missions essentielles, celle de veiller au respect du cessez-le-feu. Il n'y a plus de cessez-le-feu au Sahara occidental. Et la MINURSO était chargée depuis 92 exactement, à l'organisation du référendum. Et l'organisation, ça fait maintenant 33 ans qu'il n'y a pas de référendum. Donc on peut se poser légitimement la question pour dire, mais alors, que fait la MINURSO au Sahara occidental? Eh ben, comme disent ceux qui sont des optimistes indécrottables, elle a le mérite d'exister. La MINURSO est là. Peut-être que demain, s'il y a une ouverture en direction de l'application du droit international, la MINURSO sera prête sur place. Et puis probablement qu'elle doit faire des rapports dont on ne voit pas les conclusions de façon très officielle. Oui. Est-ce que vous pensez, par exemple, que les violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis sera présentées dans le rapport de de Mistura et celui donc du chef de la MINURSO, qui sont quasi quotidiennes? Alors, le secrétaire général de l'ONU pourrait avoir dans son mandat, même si ce n'est pas ça véritablement le principal de sa mission, pourrait parler des violations de droits de l'homme, puisque, comme je vous l'ai dit, il s'est rendu dans les territoires occupés, et là, il a entendu les Sahraouis qui y vivent et les violations. Il y a une autre institution onusienne qui, elle, s'occupe des droits de l'homme, c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui siège à Genève, et qui, depuis 9 ans, n'a pas reçu autorisation du régime marocain de se rendre au Sahara occidental. Et personne ne s'en est offusqué. Bon, vous ne pouvez pas venir, eh ben, on ne peut pas y aller. Et cela, on le dit de façon. L'actuel haut commissaire aux droits de l'homme s'est engagé à déléguer une mission d'information au Sahara occidental. On attend depuis une année que cela se fasse parce que le régime marocain, fort des soutiens qu'il a au sein du Conseil de sécurité, s'oppose à ces visites parce que de toute façon, elles vont le démasquer dans ces violations de droits de l'homme et évidemment, cela peut lui être reproché. Mais figurez-vous aussi, autre anomalie, pour ne pas dire paradoxe incroyable, c'est le Maroc qui actuellement préside le Conseil des droits de l'homme à Genève. Lui, contre qui il y a plusieurs plaintes de violation des droits de l'homme, des plaintes reçues et consignées, c'est-à-dire officielles. Mais bon, ainsi va l'ONU. D'ailleurs, quand M. de Mistura s'est rendu dans les camps de réfugiés, il a eu à discuter avec les autorités sahraouies, mais aussi avec la population. Et aussi bien les uns et les autres lui ont dit, évidemment, entre autres, pas seulement cela, le peuple sahraoui est attaché vigoureusement à son droit d'exercer son libre choix en ce qui concerne son destin, c'est-à-dire il faudra que le référendum soit organisé, parce que c'est ce que reconnaît le droit international au peuple sahraoui, et les Sahraouis n'en démordent pas, ils veulent le Sahraoui et ceux qui les soutiennent, et il y en a beaucoup. Et puis, ils ont rappelé à M. de Mistura, qui représentait le secrétaire général de l'ONU, donc qui représentait l'ONU, pour lui dire, mais l'institution internationale de l'ONU
a des responsabilités puisque le cessez-le-feu a été signé sous les auspices de l'ONU et l'ONU s'est engagée à organiser un référendum d'autodétermination. Oui. C'est à seule condition que les Sahraouis ont signé le cessez-le-feu. Et il n'y a pas de référendum. Donc il vous appartient, M. de Mistura, de relayer notre message auprès des membres du Conseil de sécurité que l'ONU est responsable de notre situation et que le peuple sahraoui souffre depuis 50 ans en exil et est exposé à ce qu'on vient d'en parler, c'est-à-dire la répression inhumaine, sauvage et quotidienne du régime marocain. Et donc, par conséquent, dites à ces messieurs du Conseil de sécurité que c'est bien de faire des résolutions, mais c'est mieux de passer aux actes. Oui. Ben justement, parce qu'on ne passe pas des actes depuis quand même près de 50 ans, et les résolutions sont là, la mission de la MINURSO est là, mais rien n'y fait finalement. Finalement, je veux dire, selon vous, si le rapport est présenté, quel sera le rôle qu'on pourrait donner, quel sera le changement que pourrait apporter, par exemple, à cette position de stand-by, de statu quo de la MINURSO, qui n'a pas fait sa tâche, qui ne fait pas son travail finalement sur le terrain. Alors les Sahraouis en pâtissent. Vous entendez toutes sortes de musique à propos de l'action des membres du Conseil de sécurité. Pour ceux qui veulent, se cacher derrière leurs petits doigts en ce qui concerne la responsabilité, ils disent on peut attendre encore. C'est un conflit de basse intensité. Il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas trop de trucs. Il faut qu'on s'occupe des urgences. Donc on fait dans la latence. C'est ainsi que raisonnent certains membres, même permanents du Conseil de sécurité. Il y a d'autres, bien sûr, les pays qui ont souffert de la colonisation, qui savent ce que c'est la colonisation, qui disent mais il est toujours temps de régler un problème. On a toujours le temps de le faire, puisque là, de toute façon, vous savez que la MINURSO, dont M. Ivanko va parler de son action, entre guillemets, qu'elle a au Sahara occidental, elle a un budget de 60 millions de dollars chaque année. 60 millions de dollars qu'elle dépense pour sa présence au Sahara occidental. Une présence... au moins qu'elle serve à quelque chose. Il faudrait qu'elle serve à quelque chose. Ça aurait été bien que s'il n'y a pas de cessez-le-feu, puisqu'il y a des engagements armés entre les deux belligérants, et s'il n'y a pas de référendum parce que le start n'a pas été donné pour l'organisation de ce référendum, au moins qu'il y ait une action, d'abord humaine, mais surtout honorable, de protéger les droits de l'homme et de protéger les Sahraouis. Ce qui n'est pas le cas. Pardon ? Ce qui n'est pas le cas. La MINURSO ne le fait pas. Pas du tout. Puisqu'on a refusé, y compris en 2013, quand les États-Unis eux-mêmes, sous la pression de la Fondation Kennedy, a demandé à élargir le mandat de MINURSO, la France a mis son veto pour l'élargissement de ce mandat. Rappelons que la France se dit être la patrie des droits de l'homme, mais elle refuse que ces mêmes droits de l'homme soient respectés, soient défendus au Sahara occidental. Est-ce que vous pensez que finalement, parce que tout à l'heure vous parliez du mandat de la MINURSO, de la responsabilité de l'ONU dans la latence, dans le dossier sahraoui, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui l'Union africaine en soi affiche ce qui est qualifié d'exaspérante lenteur dans le traitement du dossier sahraoui? Et le Maroc est membre de l'Union africaine et on sait de quelle manière. Oui, et effectivement, vous posez, je crois, le problème de fond. D'abord, c'est un problème africain. Oui. À ce que je sache, l'Union du Sahara occidental se trouve en Afrique. Tout à fait. On dit même, on l'entend matin et soir, c'est la dernière colonie en Afrique. Voilà. Si l'on considère que l'Organisation de l'Unité africaine, quand elle a été créée en 1963, les pères fondateurs ont dit le premier objectif pour notre organisation continentale, c'est de décoloniser l'Afrique, c'est de débarrasser l'Afrique du colonialisme, ce qui a été fait pour beaucoup de pays, donc le dernier étant le Sahara occidental. Si vous prenez par ailleurs l'acte constitutif de l'Union africaine qui a remplacé l'Organisation de l'Unité africaine, mais tous les articles parlent de la décolonisation. Il y en a même qui sont surprenants. Si un membre est agressé par un autre membre de l'Union africaine, les autres membres doivent lui prêter assistance, etc. Le respect des frontières héritées aux indépendances, etc. Tous les articles sont en faveur des Sahraouis. Mais il n'y a pas d'application. Le président Abdelmajid Tebboune, exaspéré par cette situation, a demandé une réunion du Conseil de paix et sécurité en mars 2021. Il a demandé à ses pairs de se réunir sur ce dossier et il a demandé il faudrait qu'on prenne des décisions concrètes
et applicable sur le terrain. Ce qu'a été, le Conseil de sécurité s'est réuni, de très belles décisions ont été prises et l'application ne suit pas. Donc vous voyez que c'est à peu près ça. Si l'on sait par ailleurs, si l'on rappelle par ailleurs que l'Organisation de l'Unité africaine d'abord, mais l'Union africaine en a hérité, elle est le partenaire de l'ONU dans la recherche de la solution en ce qui concerne le conflit du Sahara occidental. C'est-à-dire que l'Union africaine a la responsabilité de chercher une solution pour le truc. Et puis, quatrième chose, si on ajoute que la race des membres fondateurs de l'Union africaine, bon, je ne sais pas comment on peut qualifier cette situation kafkaïenne, un membre colonisateur, un membre fondateur de l'Union africaine, mais colonisé par un autre membre de l'Union africaine. Voilà. C'est du pur surréalisme, c'est du pur Kafka. Et il appartient aux Africains d'abord de se réapproprier le dossier qui est le leur, puisqu'il s'agit d'un problème africain, et deuxièmement, de prendre les responsabilités vis-à-vis de ce cas de colonisation avéré. Tout à fait, si l'on rappelle, pour ceux qui en doutent, que le dossier du Sahara occidental est inscrit dans l'agenda chaque année de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, qu'on appelle commission de la décolonisation. Et puis il y a le comité des 24 qui se réunit le 21 mai à Dili, au Timor-Leste, qui va aborder aussi la situation du Sahara occidental. Donc, conflit du Sahara occidental égale problème de décolonisation. C'est ainsi que se pose le truc. Et donc, il faut décoloniser. Voilà. Le comble, c'est que le colon est également membre des pays africains et est un pays africain. Alors, certains disent ils ont raison de le faire. Certains disent, mais alors, si c'est un membre de l'Union africaine qui colonise un autre membre, il faut exclure le membre colonisateur. Voilà. Il faut absolument... Non, plus que ça, non seulement le Maroc revient comme membre après avoir quitté 30 ans l'organisation continentale, mais il veut faire admettre un autre colonisateur connu étant antisioniste qui veut rentrer par la porte pour être membre observateur de l'Union africaine. Comme ça, ils s'en donneraient à cœur joie pour disperser la famille africaine. Oui, en fait, le cheveu dans la soupe, hein, finalement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Saïd Ayachi, que la solidarité internationale concernant la question sahraoui continue à s'organiser et surtout à se renforcer parce qu'on a entendu quand même beaucoup de détracteurs dire mais bon, c'est une histoire de décolonisation, mais comme vous le disiez, c'est passé dans la latence, qu'il y a très peu de gens qui solidarisent avec cette question ou cette cause. En fait, la cause sahraoui et la pratique que j'ai sur le terrain m'a appris que la cause sahraoui souffre d'un manque de médiatisation. Et cela a été savamment organisé par le Makhzen. Il a fait un embargo médiatique sur la question sahraoui. Il a été aidé très efficacement en cela par les réseaux sionistes médiatiques qui dominent le monde. Et c'est ainsi que vous ne nous entendrez pas beaucoup parler de la cause sahraoui, parce que tout simplement, il y a des médias lourds en Europe et en France notamment, qui n'ont jamais dit un mot sur le conflit du Sahara occidental, comme s'il n'existait pas. Alors il y a même certains pays africains qui ne connaissent pas encore la cause. Bien sûr, parce que de toute façon, il y a des complicités. Et là, il y a aussi peut-être aussi un manque d'activité de notre part, si tant est qu'il faut faire son autocritique. Mais le sujet, c'est que évidemment, la solidarité internationale existe. Elle existe bel et bien sur tous les continents, figurez-vous, y compris au Japon, y compris en Malaisie, etc. Et, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, bien sûr. Nous allons organiser la 49e conférence des comités de soutien à Paris en novembre 2025. Et il y a, bien sûr, cela ne vous a pas échappé, la marche de la liberté qui a été organisée par des militantes françaises, dont l'épouse d'un détenu sahraoui, Naama Asfari. Et donc, cette marche va mener à partir de Vitry jusqu'à Algeciras, dans le sud de l'Espagne. Qui a déjà été entamée. Hein. Elle est entamée, elle est à sa 40e étape, 4e étape. Voilà. Elle arrivera à peu près début juin à Algeciras, dans le sud de l'Espagne. Et on verra après si les autorités marocaines permettront. Mais ce sera toujours un résultat. Si jamais ils sont refoulés, c'est encore une fois une dénonciation en direct des pratiques condamnables du Makhzen. Et bien sûr, le mouvement international de solidarité est très fort, il s'organise.
Mais bon, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Tant que des membres du Conseil de sécurité permanent ne font pas la promotion du droit international, malheureusement, en ce moment, on voit plutôt le contraire. Tant qu'il n'y a pas cette action de prendre ces responsabilités que leur a confiées la communauté internationale, c'est-à-dire défendre le droit international et l'appliquer, il y aura toujours encore du chemin à faire. C'est aussi, vous avez évoqué la marche donc, qui a été entamée par Claude Mangin, qui n'est autre que l'épouse de Naama Asfari, un détenu de Gdeymizik, parmi tant d'autres détenus, donc il n'est pas le seul dans les geôles marocaines. Claude Mangin qui a été interdite de rendre visite en 2017 à son mari. Et beaucoup de familles ont été également interdites de rendre donc, visite aux détenus sahraouis, détenus d'opinion. Cette marche va peut-être un petit peu lever le voile sur la situation de ces détenus sahraouis au Maroc qui subissent des affres, des tortures donc. Et surtout, aujourd'hui, peut-être qu'il est temps aujourd'hui de sensibiliser sur la situation de santé de ces détenus, comme par exemple Naama Asfari, dont la santé est en train de dépérir, mais dont les autorités marocaines refusent de le libérer ou de laisser des ONG peut-être venir et s'enquérir de son état de santé, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est tout le drame de ces prisonniers politiques sahraouis, d'autant plus qu'ils ont été condamnés en première instance par une juridiction militaire, alors qu'ils n'ont rien à voir, puis après... leurs peines se sont vues aggravées par une juridiction civile, cette fois-ci parce qu'il y a eu des condamnations à travers le monde. C'est un scandale, au fait. Et puis de très lourdes peines pour des charges qui n'ont jamais été vérifiées. Et les prisonniers eux-mêmes ont été, donc c'est 25-30 ans perpétuité pour certains, surtout pour le groupe de Gdeymizik. Et puis, évidemment, la maltraitance dans les geôles. Vous avez parlé des cas de malades qui ne soignent pas, les grèves de la faim que certains prisonniers observent parce qu'ils veulent protester contre le truc. Et surtout, la privation. Ni leurs avocats, ni leurs familles, ni des juristes internationaux, ni des parlementaires. Il y a rien que pour l'année 2024, il y a plus de 300 expulsions organisées par les trucs. Cela est su à l'échelle internationale. Cette marche, précisément, participe à cette dénonciation et veut donner de la visibilité, de la résonance au combat du peuple sahraoui, y compris à travers ces prisonniers politiques qui sont un lourd dossier du conflit. Et donc... cette marche vise à sensibiliser, à informer, parce que pendant des étapes, il y a des conférences qui sont faites précisément parce qu'il y a une partie de l'opinion publique française qui est mal informée, désinformée ou pas informée du tout. Et puis, il y a donc cette mobilisation qui est faite autour du cas de ces prisonniers politiques, si tant est qu'on peut par la suite espérer qu'il y ait une campagne internationale beaucoup plus large, beaucoup plus organisée, qui peut-être pourrait faire pression pour obtenir la libération de ces prisonniers politiques et pour aussi braquer les projecteurs sur le combat du peuple sahraoui. Alors pour terminer, en tous les cas, pour ce qui nous reste comme temps, peut-on dire qu'après la visite à Alger du ministre des Affaires étrangères français aujourd'hui, la France semble nuancer, ou plus ou moins le faire, dans sa position sur le conflit du Sahara occidental, alors que c'est un pays du Conseil de sécurité, qu'il est interdit, ou plus ou moins pas très apprécié, de prendre position? Écoutez, vous avez raison d'en parler, c'est important parce que ça a été, moi quand j'ai lu le communiqué des affaires étrangères français, j'étais agréablement surpris puisqu'on parle d'abord de respect mutuel, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines à peine, et puis il n'y a pas... et puis, on a parlé du respect de la légalité internationale et des respects des buts qui sont compris dans la Charte des Nations Unies. C'est très important comme déclaration. Si on en se tient uniquement à ces indices que contient le communiqué du ministère des Affaires étrangères français, déjà nous pouvons dire qu'il y a une certaine nuance qui est apportée à la lettre du 30 juillet 2024 et que peut-être, pourquoi pas, même si la France officiellement reste alignée sur le truc, il y a un travail qui peut être fait pour pouvoir faire avancer le dossier. Et donc oui, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un infléchissement positif de la position française sur le dossier. Ça changerait quelque chose par rapport donc à l'avancée du dossier sahraoui?
Espérons-le, cette petite puisque c'est nuance, si elle écrit, venait c'est à quand se même faire. une voix officielle de la France qui le dit, et je le répète. Respect de la légalité internationale, c'est ce que demandent les Sahraouis. Et puis, respecter, favoriser la concrétisation des buts qui sont dans la Charte des Nations Unies. C'est le droit international. Et par conséquent, ce serait bien d'aller dans ce sens. Et que faire dans ces cas-là? Mais alors brièvement, que faire dans ces cas-là de toutes j'allais dire, les jugements qui ont été faits par la Cour de justice de l'Union européenne sur le terrain qui ne sont pas respectés? Et on sait très bien qu'ils ne respectent pas ce genre je ne crois de... pas qu'on puisse dire qu'ils ne sont pas respectés parce qu'il y a un moratoire. Pour la plupart. Non, il y a un moratoire de la Haute Cour. Il donne 1 année à la Commission pour après se conformer au jugement. Oui. Donc il faut attendre octobre 2025 pour voir s'il respecte. C'est vrai qu'il y a certaines parties des gens au niveau de la Commission européenne qui travaillent pour contourner le jugement. Ouais. Mais entre-temps, nous n'avons pas le droit de dire qu'ils ne sont pas respectés. Attendons la fin du moratoire, l'année de grâce qui a été donnée à la Commission de l'Union européenne, pour voir après si les jugements sont respectés. Je pense que de toute façon, tout un chacun y veille et puis ils ne feront pas ce qu'ils voudront faire parce que de toute façon, la légalité est là, il faudra la respecter. Le droit reste le droit et seul le droit peut compter. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ayachi, pour tout cet éclairage et ces éclaircissements. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. On se retrouvera la semaine prochaine ou demain. Pourquoi la semaine prochaine ou demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir. Demain.